Bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Merci pour vos messages, vos encouragements sur les réseaux sociaux. Merci pour vos partages aussi. Dans ce nouvel épisode, je vous emmène au pays de la rillette, là où vrombissent les moteurs des 24 heures automobiles. La troisième étape de notre Tour de France s'arrête aujourd'hui au Mans. Saison 2, épisode 3, la brasserie 72 au Mans, en Sarthe. L'aventure a débuté en mars 2017, les premières bières sont sorties en juin. Maxime et Geoffrey Bevier sont deux frères, originaires de Saint-Gervais-en-Belin, dans la région du Mans. Maxime part travailler dans une brasserie en Angleterre, puis se forme à La Rochelle, avant d'aller étudier le journalisme en Belgique, d'où il revient avec la ferme intention de créer sa propre brasserie. L'histoire, c'est deux frangins, Geoffrey et moi. Moi, ça fait depuis mes 17 ans que je m'intéresse à la brasserie et au brassage de la bière. Enfin, à 18 ans tout pile, je brassais de la bière dans le garage de mes parents. Et je me suis pas mal baladé, j'ai visité un maximum de brasseries, goûté des bières. De plus en plus, ça m'a plu. Et on a créé cette brasserie-là. Alors, j'ai fait des études qu'on vient d'avoir, j'ai fait des études de journalisme. Mais au sortir des études et après un an de voyage avec Geoffrey, on s'est retrouvés au Mans à se dire qu'est-ce qu'on fait. C'est maintenant ou jamais quoi. On avait envie depuis un moment de monter notre brasserie, ça nous trottait vraiment dans la tête et puis on a franchi le pas quoi. On l'a fait parce qu'on en avait très envie. Au Mans, on avait vraiment aussi à cœur de créer une micro-brasserie urbaine, de faire quelque chose vraiment dans le centre de la ville pour le côté citadin. Enfin, c'est ce qui nous plaît, nous, c'est que on est des enfants de la campagne, mais ça fait depuis toujours maintenant qu'on habite en ville, et on apprécie ce truc de pouvoir aller voir une brasserie comme ça de l'autre côté de la rue, d'avoir la production, pas industrielle, mais production artisanale comme ça dans le cœur de la ville, avec une possibilité d'être en contact direct avec les brasseurs. Enfin, dans les brasseries qu'on a vues, c'est ça qu'on apprécie. Possibilité d'être en contact direct avec les brasseurs, de voir où la bière est produite, d'aller se fournir à la source sans prendre la bagnole et remplir le coffre, mais de pouvoir simplement aller à pied, remplir un petit sac de bière et y passer de temps en temps. Avoir la taproom, la partie dégustation d'une brasserie comme ça en ville, c'est vraiment ce côté-là qui nous intéresse quoi. Et alors quel regard tu portes sur l'année et demie écoulée, parce que c'est encore le début d'une aventure? Alors, on savait que ça allait être dur, mais que le premier écueil allait être le volume. On savait que ça allait être ça, et ça nous a quand même surpris plus tôt que prévu. Donc évidemment, on brasse pas assez. C'est tout petit, hein, notre installation de brassage. On brasse à coup de 2 hectos et demi, x2 dans la journée. On fait des doubles brassins. Et donc brasser à coup de 5 hectos, c'est vraiment tout petit, et c'était le minimum du minimum pour commencer. Maintenant, les fonds qu'on avait dès le départ nous permettaient pas de commencer sur plus gros. Après, le regard sur l'année écoulée, on est hyper content. Ça a commencé vraiment sur les chapeaux de roue. Il n'y avait pas de microbrasserie au Mans. Il y en avait en Sarthe, mais il n'y en avait pas dans la ville. Et les gens ont vraiment joué le jeu. Ça a plu quoi. D'emblée, on a vu qu'il y avait un intérêt assez fort des Manceaux pour la bière du Mans. Ils étaient contents d'avoir une bière brassée au Mans. Et nous, ça nous a rendu super fiers qu'elle plaise et que ça prenne aussi rapidement. Donc là, ça y est, on est à flux hyper tendu. C'est difficile de garder du stock. Je pense que toutes les brasseries connaissent ça. Et c'est un bon problème, mais c'est un problème auquel il faut remédier assez rapidement. On va pas rester pendant 107 ans avec toujours la même réponse aux gens. Non, désolé, on prend pas de nouveaux clients. Non, désolé, il y en a plus. Bientôt, elle revient en stock, etc., etc. Donc hyper content sur l'année écoulée. On n'a pas pu faire plus de bières, autant de bières qu'on voulait. On est resté sur 3 recettes. Déjà les garder en stock en permanence, c'est compliqué. Plus la bière de Noël, on va dire 4, et quelques one shot qu'on a fait, quelques bières éphémères. L'envie là, c'est vraiment de faire plus de bières différentes, pas 56 000 non plus, mais de s'amuser un petit peu plus sur les recettes et faire en plus grande quantité évidemment, pour pouvoir peut-être sortir un petit peu de la Sarthe, bien que ce soit pas notre prétention. Si on arrive à en vivre, on verra comment ça marche, hein. Franchement, ça va être un petit peu au fur et à mesure. Mais si on peut réussir à en vivre en étant le plus local possible, ce serait la meilleure réussite possible, quoi. Si on fait de la bière pour les gens du coin, que ça plaît et que ça nous permet d'en vivre, top quoi. Après, c'est vrai que ce serait top aussi de pouvoir être distribué dans
dans des endroits qu'on aime bien, des cavistes ou des bars en France ou ailleurs, si on peut être chez eux aussi de temps en temps, ce serait ce serait super pour nous. Mais on verra comment ça se passe. On verra comment ça se passe à l'avenir, quoi. Donc 3 recettes permanentes, mais on est loin du schéma traditionnel, une blonde, une ambrée, une brune. Ouais, ça on voulait pas partir sur le triptyque classique blonde, brune, ambrée qu'il y avait parce que ça change quand même énormément dans les microbrasseries un peu partout en France jusqu'à il y a pas si longtemps, et ça nous tenait à cœur de parler des bières en tant que style de bière, pas décrire les bières par leur couleur, mais vraiment par leur style et par leurs arômes, par leur goût. C'est le côté un peu participer à faire découvrir un peu plus la bière aux gens, quoi. Donc on a décidé d'en parler en termes de style. Alors c'est un peu ça peut être critiquable parce que c'est vrai que les styles c'est très vaste. Une pale ale ça peut être plein de choses. Maintenant quand on parle de pale ale, les gens pensent beaucoup American Pale Ale et s'attendent à des trucs extrêmement fruités, extrêmement houblonnés et côté américain du houblon. Moi j'adore ça, je trouve ça super bon. Mais c'était pas notre credo. On a vraiment voulu bosser avec les houblons alsaciens qu'on trouve super bons. Les houblons alsaciens récents, ceci dit, les dernières variétés qui ont quelques années, qui sont des croisements entre le Spalt tradi alsacien et des variétés un peu plus récentes comme le Cascade ou des variétés plus fruitées, qui font que on arrive à des variétés de houblon qui sont entre le houblon noble traditionnel européen avec des arômes plus herbacés, plus terreux, vraiment plus classiques, mais avec un petit twist un peu plus fruité, avec des arômes d'agrumes, des arômes de fruits blancs, de fleurs, mais dans le tout vraiment dans un équilibre qui reste très européen comme houblon, quoi. C'est pas des bombes de citron, de pamplemousse ou de mangue ou de fruits de la passion. Enfin, ça reste vraiment. Je trouve ça cool. On voulait vraiment bosser avec ces houblons là pour garder ce côté français de la bière, quoi. C'est chouette de se distinguer un petit peu plus de ce côté-là. Après, on va faire des bières. On adore les houblons américains ou néo-zélandais. Enfin, moi perso, je trouve ça vraiment super bon. Et on a envie d'en faire de temps en temps aussi, se faire une grosse double IPA au Citra ou je sais pas. Mais voilà, on veut que le cœur de notre production, ça soit ces bières-là. Enfin, ces bières-là, les bières avec des matières premières un peu plus françaises, quoi, un peu plus européennes du moins. Les nouveaux venus sur le marché de la bière, les nouvelles brasseries ont besoin de se démarquer comme ça en proposant des bières qui sortent un peu des sentiers battus. Je sais pas, je crois qu'il y a vraiment un engouement. La bière, il y a une espèce de truc où on distingue aujourd'hui, alors j'y connais pas grand chose là-dedans, mais j'ai l'impression qu'on distingue la bière artisanale de la bière craft, même si ça veut dire la même chose. Les bières craft, c'est plus le côté très novateur, où on va tous les mois trouver une nouvelle recette, aller encore plus loin dans l'extrême. Il y a eu les extrêmes acides, les extrêmes amers. Aujourd'hui, il y a des extrêmes au niveau fruité aussi, et c'est délirant parce que ces gens-là, ils repoussent vraiment les limites et ils vont hors des sentiers battus. Pour se démarquer, il y a un côté justement où toutes les brasseries se démarquent en allant un peu plus dans l'extrême, j'ai l'impression, et en même temps il y a une uniformisation de ces extrêmes. Enfin, je sais pas trop comment dire ça, mais c'est difficile pour une brasserie de se démarquer vraiment. Se démarquer. Il y a plein de façons de le faire, mais je sais pas. Je sais pas si j'ai un avis sur la question. En tout cas, le succès est au rendez-vous, c'est-à-dire que vous réussissez à écouler ce que vous produisez, c'est pas mal. Et d'ailleurs, 70% de la production part en fût, donc les bars du Mans jouent le jeu. Il y a un bon accueil d'avoir peut-être enfin une bière mancelle. À fond, ouais, c'est vraiment le fait d'avoir choisi de faire du fût. Surtout avec les volumes qu'on produit, qui sont vraiment, qui sont pas énormes, hein. On a dû faire un peu moins de 250 hectolitres la première année. Donc, d'avoir choisi de faire autant de fûts, c'est pas évident pour en vivre, parce qu'on essaie de pas marger trop dessus. On veut que notre bière reste abordable pour le client. On utilise des matières premières bio, pour le malt et sauf pour le houblon, parce qu'en français bio on n'en trouve pas. Donc c'est une bière qui a un coût, mais on essaie de pas trop marger dessus et que ça puisse être accessible dans les bars, quoi. Le fût, c'est quand même le moyen le plus démocratique pour la bière. Une bière spéciale de microbrasserie
En France, dans un bar, ça peut vraiment taper cher, quoi. Par chez nous, elle se retrouve dans les 5 euros la 33 centilitres. C'est un prix qui s'explique, mais mine de rien, dans la tête du client, payer 5 balles pour avoir une bière de 33 centilitres, bah, c'est pas évident. Alors qu'en pression, ça permet d'avoir vraiment un prix beaucoup plus abordable. Ça aussi dans les après avec les happy hour, tout ça, je sais plus, mais c'est je sais pas, on peut avoir un demi à 3 euros, une pinte à 5,50. On n'en parle pas souvent, mais c'est un peu c'est pas le nerf de la guerre, mais c'est hyper important. C'est un peu dommage, mais bon, on peut pas faire autrement. Quand des bières utilisent des quantités faramineuses de houblon, des ingrédients qui sont hyper coûteux, d'office, enfin ça va coûter cher à boire, mais enfin si ça reste pas une boisson démocratique, c'est un peu dommage, quoi. J'ai envie qu'on fasse des boissons, enfin des bières hyper geek avec je ne sais pas quel ingrédient dedans, avec des quantités énormes de houblon, et forcément c'est des bières qui vont coûter plus cher, mais c'est cool si on arrive à avoir une bière abordable pour le gros de la production, quoi. Donc le fût, ouais, ça nous a permis de nous faire connaître pas mal aussi dans le coin. On est hyper content que des bistrots, des bars dans Le Mans et même des salles de concert, des associations et tout, et jouer le jeu avec nous. Ça nous fait vraiment plaisir, parce que comme ça, il y a beaucoup de gens qui ont pu découvrir notre bière, quoi. Ça a été la façon de se faire connaître, je pense. Et en même temps, les ambitions de la brasserie 72, c'est pas de rayonner dans le monde entier, c'est vraiment de rester une brasserie locale. Ça, c'est difficile à dire. Nos ambitions, ce serait pas de rayonner dans le monde entier, même si ce serait hyper flatteur, ce serait génial. Si on arrive à en vivre localement, en distribuant notre bière dans un périmètre assez restreint, en s'autorisant pour autant d'en vendre à différents bars, cavistes ailleurs qu'en France, des endroits qu'on aime bien, ce serait vraiment top. Mais voilà, en vivre au niveau local, ce serait vraiment super, quoi. Ok, donc on va passer à la visite. Oui, allons-y. Donc là, on est dans la petite partie bureau. Enfin, c'est ce qui nous sert de bureau et aussi d'accueil du public quand on ouvre le week-end. Avant, on était ouvert un petit peu plus souvent. Maintenant pas. Mais c'est ce qui nous sert d'espace de vente, et on a notre petit comptoir pour faire des dégustations et faire découvrir un petit peu la brasserie. Et derrière, notre petit local. Alors c'est vraiment c'est le bazar. C'est ici que tout se passe. On a la salle de brassage qui est juste dans le fond là. Donc voilà, c'est petit, hein. Ça fait peut-être 12 mètres carrés. Il y a nos 4 fermenteurs de 5 hectos. À côté, il y en a un de 10 hectos, et c'est tout ce qu'on a. Et nos cuves de brassage qui sont ici. Donc c'est du matériel assez cool. On a pas mal cherché avant de choisir celui-ci. On voulait quelque chose de petit, mais quand même, de pas trop cher, mais de quand même bien pro. C'est vraiment comme une grosse brasserie, mais en volume réduit. On est très influencé. On voulait faire du brassage à la belge, multipalier, donc on voulait vraiment une cuve sur laquelle on puisse faire nos brassages par palier. Donc voilà, c'est notre cuve qui nous sert, cuve d'empâtage et cuve d'ébullition. À côté, on a la cuve de filtration. Donc voilà, on empâte, on transfère la mèche intégralement dans la cuve de filtration. On récupère le mou qu'on renvoie dans la cuve qui nous servait à faire l'empâtage. On fait le rinçage des drèches dans la cuve de filtration. On récupère encore le mou après rinçage dans la première cuve. On y fait l'ébullition, et la cuve de filtration nous sert après pour faire le whirlpool et un dernier houblonnage. Et ensuite on transfère après refroidissement dans une de ces cuves-là pour la fermentation. Là encore, c'est du tout petit, hein. Nos cuves de fermentation, c'est vraiment, elles font 5 hectos, sauf la grande là, qui fait 10. Mais on tenait aussi à avoir un contrôle de la fermentation le plus précis possible. Donc elles sont thermorégulées avec notre groupe froid à côté, qui fait circuler le froid dans les doubles parois pour maintenir les températures des recettes, qui nous plaisent en fonction des recettes qu'on fait. Voilà, donc c'est vraiment tout petit, on y fait tout dedans, hein. Ça nous sert pour nettoyer nos fûts, pour enfûter. On embouteille juste à côté alors c'est vraiment un garage, hein. On embouteille et on met en fût ici avec une petite embouteilleuse gravitaire
qu'on a trouvé d'occasion. C'est vraiment du petit matériel, hein. On étiquette aussi, enfin on capsule à la main, on étiquette à la main avec une petite étiqueteuse. Enfin c'est vraiment très artisanal. On fait toujours appel à des copains ou de la famille de passage les jours d'embouteillage parce qu'à deux, on s'en sortirait pas. Donc voilà, tout est fait ici là. Pour décrire un petit peu, ça doit faire peut-être 50 mètres carrés, je pense, à tout casser. On a notre petite chambre chaude ici dans laquelle on fait les refermentations en bouteille. On a un bête radiateur et puis on maintient la température pendant 2 semaines ici pour refermenter. Et après, voilà, tout est ici. À l'étage, quand même, ce qui est sympa dans ce bâtiment, en fait, c'était une ancienne. Autrefois, ils travaillaient le chanvre beaucoup dans le département. Et ici, on voit encore d'ailleurs sur le fronton, c'est à moitié effacé, mais c'est écrit chanvre, joint, filasse, corde. C'était une entreprise de transformation et de vente de produits dérivés du chanvre autrefois. Donc on a ce vieux grenier qui nous sert de grenier à grains, si tu veux me suivre. Attention, les marches sont un petit peu raides. C'est vraiment le boxon. Ici, on a notre stock de grains, donc on voit tous les sacs. Pour l'instant, tout vient de la malterie du château. C'est leur gamme nature, donc c'est du malt d'orge bio. Notre concasseur ici, qui est un vieil aplatisseur de ferme, qui fait très bien le job. Et on a 4 frigos et congélos pour conserver le houblon au frais, quoi. Donc on concasse ici. En gros, notre journée type de brassage, on concasse la veille ici avec l'aplatisseur. On descend nos sacs. On a ici un vieux mont de charge qui doit dater du 19e siècle. Un vieux mont de charge en fonte qui nous permet de monter et descendre les sacs. C'est assez marrant de l'utiliser. En vrai, on porte souvent les sacs à dos d'homme parce que c'est un peu plus rapide que de manipuler ce truc-là. Donc on concasse ici, on descend notre orge et ça on fait ça la veille. Et ensuite on fait des journées de 2 brassins qui commencent assez tôt et pour enchaîner les 2 dans la journée, voire les 4 sur 2 jours pour remplir notre fermenteur de 10 hectos. C'est vraiment tout petit, quoi. Mais on a réussi à tirer parti au mieux de cet espace-là. On voulait vraiment s'installer en ville, faire notre microbrasserie urbaine. Et on a trouvé ce truc-là à pas cher, donc c'est cool pour commencer, quoi. Mais ça va pas s'arrêter là, puisqu'il y a déjà des projets d'agrandissement, d'extension, avec carrément la création d'un brewpub. Ouais, c'est ça. En fait, on l'a vu l'engouement pour, pas l'engouement pour nos bières, mais vu qu'on arrive bien à, notre bière plaît, on est super content. Maintenant, il faut qu'on transforme un petit peu l'essai. Donc on va revendre notre matériel et ça y est, on a déjà acheté, on a signé pour du matos un petit peu plus grand. Alors c'est pas énorme, hein, on va partir sur des brassins de un peu plus de 10 hectos et tout un parc de fermenteurs un petit peu plus grand en isobar pour pouvoir faire de la fermentation naturelle, enfin utiliser le gaz de la fermentation pour mettre en bouteille une bière déjà pétillante. Et on va s'installer dans un local qui est tout près d'ici, qui est un ancien resto assez grand. Dans lequel on va faire mi-brasserie de production, mi-brewpub. En fait, on verra au fur et à mesure un petit peu comment ça s'agence entre la production et la consommation sur place. Mais dans ce local-là, on pourra brasser 4-5 fois plus à peu près et consommer sur place. On a la chance d'avoir trouvé une licence 4 pour pouvoir faire vraiment un bar sur place et mettre en avant au maximum le matériel de brassage qui sera en front, côté rue, en vitrine. On verra vraiment les cuves de fermentation et de brassage. Et en entrant dans ce local, il y a un grand patio assez chouette dans lequel on va mettre notre bar et pouvoir accueillir du public. Les brewpubs, c'est un truc qui se développe bien ? J'ai l'impression que c'est quelque chose qui plaît. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à la bière, il y a un petit moment, il y en avait pas beaucoup. Il y avait quelques chaînes comme les Trois Brasseurs ou d'autres comme ça qui marchaient bien. Ouais, ce concept de boire la bière sur place là où elle est produite, moi en tant que buveur de bière, ça me plaisait beaucoup et ça me fait plaisir qu'on puisse faire ça, quoi. On trouve encore, là, on voit ici à nos pieds les fûts en plastique qui sont bien connus des brasseurs amateurs qui font ça à la maison, un peu pour s'amuser, mais aussi parce que pour réussir l'exploit de brasser leur propre bière. C'est là-dedans que tu prépares tes recettes ? Oui, en fait, c'est les petits fermenteurs de 30 litres en plastique que les amateurs connaissent bien.
avec lesquels on a commencé à faire nos brassins tests, à développer nos recettes. Et aujourd'hui, ça nous sert juste à transporter le malt. Hein. Quand on brasse, qu'on concasse notre grain pour le brassage, on les remet dans des sacs et souvent ça suffit pas, donc on transporte notre grain dans ces petits seaux. Mais c'est cool de les avoir toujours dans les pattes et ça sert pour développer d'autres recettes aussi. Hein. On parlait du brewpub qui est de plus en plus tendance. Ouais. Une autre tendance, c'est le retour à la canette. Oui, ça c'est une question qu'on s'est rapidement posée quand on a cherché, on a planché sur notre projet de brasserie. Pour l'instant, on fait de la bouteille de 33 essentiellement, que de la bouteille de 33 et du fût. Mais la canette, c'est un contenant qui nous plaît bien parce que on se rend vraiment bien compte dans une microbrasserie urbaine citadine que l'espace c'est vraiment hyper important et chaque mètre carré compte. Et la canette, ça prend 3 fois moins de place que la bouteille. Et autour de ça, c'est vraiment un contenant qui se prête bien au style de bière qu'on brasse. On a envie de faire des bières dans lesquelles le houblon est assez mis en avant. Ce sont pas des bières qui sont très fortes en alcool. Et donc la canette, l'opacité du contenant préserve mieux la bière, les caractères houblonnés de la bière est mieux préservé de la lumière. Et au-delà de ça, c'est aussi un contenant qui est assez vertueux au niveau écologique. Contrairement à ce qu'on peut penser d'emblée, hein, c'est pas évident, ça paraît pas comme ça, surtout en France. Mais c'est un contenant qui est de plus en plus privilégié par les microbrasseries, aussi pour ça. Le contenant le plus vertueux, ce serait sans doute la bouteille si elle est consignée. Maintenant, encore une fois, dans une microbrasserie en ville où l'espace est vraiment chaque mètre carré est compté, dans un petit espace, faire du verre consigné, ça nécessiterait de stocker, d'avoir le double de place au sol pour stocker et le verre neuf qui va nous servir à embouteiller et le verre qui nous revient des clients avant d'être envoyé au local où le verre sera nettoyé. La canette, d'une part, ça prend beaucoup moins de place au sol. Sur une palette, on va en mettre 3 fois plus que du verre. C'est assez écolo aussi. Un peu moins que le verre s'il est consigné, mais plus que le verre s'il est simplement recyclé. Il faut savoir que du verre recyclé, pour refaire une bouteille, c'est assez énergivore. On va réinsérer une quantité assez importante de silice neuf ou neuve, alors que l'aluminium, c'est réutilisable à l'infini. Une fois que la matière est extraite et l'alu est fait, il faut beaucoup moins d'énergie pour refondre une canette. Et le cycle de recyclage est vraiment très court. En une 50aine de jours, je crois qu'une canette est recyclée. C'est aussi beaucoup plus léger, donc l'empreinte carbone aussi de la canette est bien moindre par rapport au verre, qui prend plus de place dans les camions et qui pèse plus, donc fatalement l'empreinte carbone est plus importante. Donc pour toutes ces raisons-là, on va se lancer dans la canette très prochainement dans notre nouvelle brasserie, donc qui sera un brewpub, et la production à vendre à l'extérieur sera mise en canette. Ouais. C'est aussi très américain la canette. Ouais, c'est la canette pour la brasserie artisanale, ça a vraiment pris fort aux États-Unis, mais on voit beaucoup de microbrasseries en France. Ça commence aussi là, il y a quelques brasseries qui ont franchi le cap et c'est assez chouette. Mais en Europe, c'est pas mal implanté. En Angleterre, beaucoup. Enfin, je vois dans les bars à bière, on a été dans quelques bars à bière en Angleterre. Et outre les bières qu'il y a à la pression, tout ce qu'il y a dans les frigos derrière le bar, il y avait autant de canettes que de bouteilles. Je crois que c'est privilégié alors beaucoup les bières geeks et les fans de bières très houblonnées et qui se boivent vraiment sur la fraîcheur. Favorise de plus en plus, privilégie de plus en plus la canette. Alors nous, c'est pas le style de bière qu'on fait le plus, mais le houblon est quand même très important et savoir qu'il sera mieux préservé dans la canette que dans une bouteille, ça a fort joué aussi sur le choix du contenant, quoi. Oui, donc tu disais que ça conservait mieux parce que c'était opaque et qu'il n'y avait pas l'influence de la lumière. Aux puristes qui disent que ça transforme le goût, le fait d'être dans un contenant alu. Alors ça, cette légende urbaine, c'est basé sur une espèce de semi-vérité. C'est vrai qu'autrefois, et je pense il y a vraiment longtemps, quand on avait des boîtes alu, même c'était en acier, je sais plus trop le métal, il y avait vraiment
un goût qui était transféré du contenant au contenu, mais désormais c'est plus du tout le cas. Enfin, une bière en alu a pas le goût d'alu, de même qu'une bière en fût métallique, il n'y a pas de goût métallique dans un fût. C'est vraiment une idée reçue qui a la vie dure malheureusement, mais qui est pas du tout fondée, quoi. Bon, alors en attendant de goûter tes bières en contenant alu, on va les déguster en bouteille. Eh ben avec plaisir, suis-moi. Les 5 dernières minutes avec bien sûr la dégustation. Donc, quelle est la première bière que l'on vient d'ouvrir ? Alors celle-ci, c'est la Zeugma, c'est notre blonde Pale Ale. Elle titre 5,5 en alcool. Elle a une amertume assez marquée, mais pas trop, pas bourrine, quoi. Un tout petit peu de malt torréfié, de malt biscuit, juste pour donner un petit croquant en plus. Et un houblonnage assez important, principalement du Mistral, qui est donc un houblon alsacien assez récent, qui est ce mix qu'on aime bien entre le côté houblon tradi européen, avec quand même un côté assez fruité, assez floral, qui nous plaît et qui en fait une bière assez facile à boire, mais avec ce qui nous plaisait nous dans une bière blonde de tous les jours, pas trop forte, pas trop légère non plus, avec une bonne amertume quand même, assez sèche en bouche, et voilà, qui nous plaît bien. Alors on goûte, santé. À la tienne. Alors deuxième dégustation, l'Hyperbole. Oui, l'Hyperbole, c'est notre IPA au seigle. Donc c'est une bière un petit peu plus forte en alcool, elle est à 6,2, plus ambrée en couleur, un petit peu plus foncée. On utilise des maltes un peu caramélisés, une toute petite pointe de malt torréfié qui impacte pas tellement sur la couleur, mais pour donner un petit mordant. Et une utilisation de houblon beaucoup plus importante, l'amertume est plus forte, bien que comme il y a plus d'alcool, au final, elle n'est pas forcément plus perçue. Et par contre un houblonnage accru avec une bonne quantité de houblon alsacien là encore, en grande partie du Barbe Rouge, qui est un houblon qui nous plaît bien, qui est assez chouette, qui s'appelle Barbe Rouge parce qu'il a des arômes un petit peu de fruits rouges. Alors c'est chacun y trouve ce qu'il veut, hein, mais on peut trouver un petit peu de fraise au nez notamment. Donc c'est une IPA à notre sauce, c'est pas une IPA agrumes fruits exotiques, c'est vraiment une IPA au houblon alsacien. Robe orangée, un petit peu plus soutenue, mousse assez blanche, assez persistante aussi, ça c'est assez cool, on aime bien. Et voilà, au nez on a vraiment le houblon assez particulier. Et la fraise, je sais pas si tu la sens, moi j'ai vraiment le fraise confiture, pas fraise bonbon ni fraise champ de fraise, mais le côté un petit peu marmelade de fraise que j'aime bien. Et une petite pointe aussi d'agrumes quand même, un petit peu résineux. Et voilà. Troisième dégustation, alors généralement c'est ici qu'on commence à rire fort. Ça c'est la litote qui est notre interprétation de la saison. C'est une saison côté vraiment acidulé du spectre large que sont les saisons. Donc un petit peu de blé maltais, un petit peu d'avoine maltais aussi, houblon, aramis et triskel. Le but c'était de faire une bière vraiment légère, vraiment acidulée, très désaltérante et très citronnée. On voulait avoir le goût citronné par l'utilisation du triskel qui est assez citronné et une légère fermentation lactique qui intervient avant l'ébullition pour avoir ce côté vraiment acidulé et désaltérant. Voilà. Ce qui est original, c'est qu'en découvrant ces différentes bières, on se rend compte que les noms des bières, la litote, l'hyperbole, la zeugma, ce sont des figures de style. Donc, bienvenue dans la langue française. Ouais, tout à fait. C'est un peu de la bière d'intello. En fait, on cherchait des noms pour nos bières quand on en était à l'étape de création des recettes, etc. Et comme on bloquait un petit peu, enfin on était un peu sur les styles de bière, Pale Ale, IPA, tout ça, vraiment le style ça revenait souvent. On a pensé aux figures de style, ça nous faisait assez marrer. Et du coup, on a nommé nos bières avec des noms de figures de style. Pas toutes, hein. La Noël, par exemple, s'appelle Flantier. Ça, c'est plutôt une blague. Mais la Zeugma, l'Hyperbole, la Litote, c'est vraiment des figures de style littéraire, quoi. Et après, on s'amuse sur la contre-étiquette. Le petit texte qui décrit la bière respecte en fait la contrainte littéraire. Et donc, c'est un petit exercice de style. La description de la Zeugma utilise des Zeugma.
La description de la litote utilise des litotes, la description de l'hyperbole utilise l'hyperbole. On avait pensé comme nom de brasserie avant de commencer, on avait pensé à la nommer Oubapo, Oubrapo, un truc comme ça, ouvroir de brasserie potentielle, un peu à la manière de l'Oulipo pour la littérature, ça nous a rigolé. Puis c'était un petit peu compliqué à dire, à expliquer, et puis c'était pas très joli. Et 72, comme l'idée de la brasserie est née quand on était en Belgique, on habitait là-bas pendant quelques années. Ça nous faisait plaisir de rentrer en Sarthe, notre département, le 7-2, et de l'appeler 72 à la façon belge, quoi, comme un petit clin d'œil à ce grand pays de bière qu'est la Belgique. Merci à Maxime Beuvier et à son frère Geoffrey de nous avoir accueillis dans leur garage au Mans, là où ils produisent leur bière si littéraire. Si tout se passe bien, leur brewpub ouvrira en fin d'année dans le centre-ville du Mans. Et pour avoir visité les lieux, je peux vous dire que c'est un projet qui s'annonce grandiose. En attendant l'inauguration, vous pouvez découvrir la brasserie actuelle sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez aussi liker, partager, commenter et soutenir le Podcapsuleur en laissant 5 étoiles sur iTunes. Dans 15 jours, nouvelle étape de notre Tour de France, nous irons dans le département du Doubs rencontrer un œnologue devenu brasseur. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.